La Nouvelle-Orléans, à la fin du XVIIIe siècle, n'est pas une ville. C'est un estuaire habité, une charnière de boue et de briques, posée entre le Mississippi et le golfe du Mexique, où l'air colle à la peau comme une chemise, mouillé, où les moustiques font un bruit de scie fine au crépuscule, et où chaque odeur raconte un commerce, le sucre chaud, le cuir des ballots, le goudron des cordages, la sueur des hommes qui chargent, déchargent, jurent en français, en espagnol, en anglais, en créole, parfois tout dans la même phrase. On y naît avec le fleuve dans l'oreille. Le Mississippi n'est pas un décor, c'est une route, un piège, une promesse. Il charrie des troncs, des cadavres d'animaux, des rumeurs, des fortunes. Il fait et défait les quais. Il impose sa loi aux pilotes, ces hommes qui connaissent les bancs de sable comme d'autres connaissent les rides d'un visage. Et dans cette ville où l'on apprend tôt à distinguer un navire à sa silhouette, à son gréement, à la façon dont il respire au mouillage, un garçon né le 15 décembre 1780 peut grandir avec une certitude simple. La mer est un métier et le métier est une chance. Renato Beluche est de cette Nouvelle-Orléans créole, celle qui a encore la mémoire française dans les pierres et l'habitude espagnole dans les papiers. La Louisiane a changé de maître, mais pas de climat, pas de fleuve, pas de nécessité. Les administrations passent, les cargaisons restent, les lois se réécrivent, les marins continuent de compter les marées, de surveiller le ciel, de sentir le vent tourner avant même que les drapeaux ne claquent. Dans les rues étroites du vieux carré, les façades portent des balcons de fer forgés comme des dentelles noires, les cours intérieures gardent la fraîcheur, les fontaines murmurent, et les conversations se font à voix basse quand il s'agit de cargaisons sensibles, car ici, tout le monde sait que la frontière entre le légal et l'utile est une ligne tracée au crayon, qu'on efface quand le prix du sucre monte, quand la guerre en Europe bloque les routes, quand un embargo tombe comme une porte de prison. Un marin créole dans ce monde-là n'est pas seulement un homme qui sait tenir un cap, c'est un homme qui sait lire les hommes, les douaniers, les capitaines, les négociants, les prêteurs, les taverniers qui entendent tout, les charpentiers de marine qui voient, dans une fissure de bordée, la vérité d'un navire, les armateurs qui parlent de risque comme d'une épice nécessaire, et les autorités toujours en retard d'une guerre, toujours en avance d'une répression. Renato Beluche grandit dans l'ombre des mâts. Il voit les navires remonter le fleuve, lourds, bas sur l'eau, chargés de barriques, de sacs, de caisses marquées au pochoir. Il voit les chaloupes filer entre les îles et les bayous, là où l'eau est brune, où les roseaux coupent la peau, où les alligators glissent sans bruit. Il entend les récits de tempêtes, de prises, de combats brefs et sales, où l'on ne meurt pas toujours d'un boulet. On meurt d'une écharde, d'une chute, d'une infection, d'une fièvre qui vous prend dans un mouillage trop calme. La mer du golfe du Mexique n'a pas la majesté froide de l'Atlantique Nord. Elle a une violence moite. Elle peut être plate comme une assiette, puis se lever en quelques heures, gonflée par un ouragan qui arrive sans prévenir, avec un ciel vert, une lumière malade, et ce silence étrange juste avant que le monde ne se mette à hurler. Les marins du Golfe apprennent à ne pas se fier aux apparences. Ils apprennent aussi que les côtes sont des labyrinthes, Barataria, les passes, les îles basses, les chenaux qui changent. Un navire peut disparaître à quelques milles d'un port, non pas englouti, mais avalé par les marais, caché par la géographie elle-même. Dans ce théâtre d'eau et de boue, la compétence est une monnaie. Savoir manœuvrer une goélette dans un chenal étroit, savoir faire porter un navire au plus près du vent, savoir réparer une voile déchirée avec des mains gelées de sel, savoir calmer un équipage quand la ration d'eau baisse, savoir tenir une discipline sans casser l'esprit des hommes. Tout cela vaut de l'or. Et l'or dans le Golfe n'est pas toujours frappé à l'effigie d'un roi. La Nouvelle-Orléans est un port, mais aussi un carrefour de guerre. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, l'Europe se déchire et ses empires se battent jusque dans les Caraïbes. Les Antilles sont des plantations et des forteresses. Les convois sont escortés. Les corsaires pullulent. La course, cette guerre privée autorisée par des lettres de marque, est une industrie. On arme un navire, on recrute des hommes, on promet une part du butin, et l'on part chasser le commerce ennemi. Sur le papier, c'est légal. Dans la pratique, c'est une zone grise, une brume où l'on peut, en un instant, passer de capitaine commissionné à pirate selon le pavillon que l'on croise et le tribunal qui vous attend au retour. Et puis, il y a la contrebande. Elle n'a pas besoin de lettres de marque. Elle a besoin de silence, de vitesse, de complicité. Elle nourrit les ports quand les lois étranglent les échanges. Elle enrichit ceux qui savent tout débarquer, à quelle heure, avec quel signal. Elle fait vivre des familles entières, du charpentier au tavernier, du pilote au notaire. Elle est, dans le Golfe, presque une seconde économie, parallèle,
mais si imbriqués dans la première qu'on ne sait plus où commence l'une et où finit l'autre. Renato Beluche entre dans ce monde par le bas, comme tous les marins. On commence par les corvées, par les nœuds, par les quarts de nuit, par la peur qu'on cache. On apprend à dormir n'importe où, à manger vite, à économiser ses forces. On apprend le langage du bord, les ordres courts, les jurons, les gestes. On apprend aussi la hiérarchie, cette pyramide fragile où l'autorité doit être visible, sinon elle est contestée. Sur un navire, la démocratie n'existe pas quand le grain arrive. Il faut une voix, une seule, et des hommes qui obéissent, mais dans les ports du Golfe, l'autorité a deux visages. Il y a celle du capitaine, immédiate, brutale, nécessaire, et il y a celle des administrations, lointaines, changeantes, parfois corrompues, souvent inefficaces. Un marin comme Beluche voit très tôt que la loi n'est pas un absolu, c'est un rapport de force. Un papier peut protéger un navire ou le condamner. Un drapeau peut ouvrir un port ou le fermer. Et un nom, un simple nom, peut faire la différence entre un ver offert et une corde. Le nom qui compte, à la Nouvelle-Orléans, dans ces années-là, c'est Lafitte. Les frères Lafitte, Jean et Pierre, ne sont pas des personnages de roman, ils sont des entrepreneurs de frontières. Ils comprennent le Golfe comme on comprend un marché, par les flux. Ils savent que la ville a faim de marchandises, que les plantations ont besoin de bras, que les guerres européennes créent des pénuries, que les embargos américains, quand ils tombent, ne font pas disparaître la demande, ils la déplacent. Ils savent aussi que la géographie de Barataria est un coffre-fort naturel. Des passes étroites, des marais, des îles basses où l'eau. On peut cacher des navires, stocker des cargaisons, disparaître quand les autorités s'approchent. Barataria, ce n'est pas seulement un repère, c'est un système. Des guetteurs, des pilotes, des chaloupes rapides, des entrepôts improvisés, des hommes qui savent démonter une cargaison en une nuit, la répartir, la faire remonter vers la ville par des chemins d'eau que les cartes officielles ne décrivent pas, et au centre des capitaines, des lieutenants, des marins aguerris, capables de naviguer, de se battre, de négocier, de tenir une ligne de conduite dans un monde où la trahison est une tentation quotidienne. Renato Beluche devient associé des Lafitte dans cet espace Barataria Nouvelle-Orléans. Associé dans ce contexte ne signifie pas forcément homme d'affaires en redingote. Cela peut être un homme de mer de confiance, un capitaine de prise, un organisateur de traversée, quelqu'un à qui l'on confie un navire, une mission, une cargaison, quelqu'un qui sait se taire, quelqu'un qui sait agir. Il faut imaginer ce que cela représente concrètement d'être un homme de Lafitte. Ce n'est pas seulement courir le risque d'un combat. C'est vivre avec la menace permanente de la saisie, de l'arrestation, de la pendaison. C'est aussi vivre avec l'adrénaline du coup réussi, une goélette qui glisse de nuit, sans feu, le long d'une côte invisible, des hommes qui rament sans parler, un signal convenu, une lanterne, un tissu, un coup de fusil étouffé, et soudain, dans l'obscurité, des silhouettes qui apparaissent, des mains qui attrapent les amarres, des caisses qui passent de bord à bord comme des battements de cœur. La violence dans ce milieu n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent préventive. Un avertissement, une intimidation, un duel de regard dans une taverne, un couteau posé sur une table, mais elle peut devenir fulgurante quand un navire refuse de se rendre, quand un équipage panique, quand un boulet traverse un pont et transforme des planches en projectiles. Les combats en mer, surtout entre petites unités rapides, sont des affaires de minutes. On cherche l'avantage du vent, on tente de démater l'autre. On vise les cordages, les voiles, le gouvernail, on se rapproche, on accroche, et là tout se joue à la voix, au pistolet, au sabre, à la hache d'abordage. Beluche apprend cette grammaire-là, la grammaire du risque. Il apprend aussi la comptabilité du butin parce que le butin ce n'est pas un tas d'or romantique, c'est du sucre, du café, du tabac, du rhum, des tissus, des armes, parfois des esclaves, réalité brutale et centrale de l'économie du Golfe. Chaque cargaison a une valeur, un marché, un réseau de revente. Chaque prise implique des parts, pour l'armateur, pour le capitaine, pour l'équipage, et chaque part implique des disputes. Un bon chef de mer n'est pas seulement un combattant, c'est un arbitre. Il doit empêcher que l'avidité ne déchire l'équipage. Il doit maintenir l'idée que le prochain voyage dépend de la cohésion du groupe. Dans les tavernes de la Nouvelle-Orléans, on parle de ces hommes avec un mélange de fascination et de prudence. On les admire parce qu'ils défient les puissants, parce qu'ils font circuler des marchandises quand les lois étouffent la ville. On les craint parce qu'ils vivent armés, parce qu'ils ont des ennemis, parce qu'ils peuvent attirer la répression sur tout un quartier. Et les autorités, elles, oscillent entre la tentation de fermer les yeux, parce que l'économie locale en profite, et la nécessité de montrer qu'elle contrôle quelque chose
ne serait-ce que pour sauver la face devant Washington, Madrid ou Paris, selon le maître du moment. Le tournant du siècle apporte une autre secousse. La Louisiane change de souveraineté. L'Espagne, la France, puis les États-Unis. Les drapeaux changent au-dessus des bâtiments officiels, mais sur les quais, on continue de parler la langue du commerce. Pourtant, ce changement-là n'est pas anodin. Les États-Unis arrivent avec une idée plus rigide de la loi fédérale, avec des douanes qui veulent compter, taxer, interdire. Ils arrivent aussi avec une ambition, contrôler le Mississippi, contrôler l'accès au Golfe, faire de la Nouvelle-Orléans une pièce maîtresse de leur expansion. Pour les réseaux comme celui des Lafitte, cela signifie une chose, l'espace se rétrécit, pas d'un coup, progressivement, comme une corde qu'on serre. Beluche, dans ces années, est un homme de mer qui voit venir la pression. Il la sent dans les patrouilles plus fréquentes, dans les rumeurs d'arrestation, dans les procès, dans les saisies, dans les capitaines qui deviennent nerveux, dans les négociants qui demandent plus de discrétion, plus de garantie, plus de vitesse. Et la vitesse, sur mer, se paie en risque. On navigue plus près des bancs, on force des passes de nuit, on prend la mer par des temps douteux. Le golfe du Mexique est un espace où la météo est une politique. Un ouragan peut ruiner une saison. Une tempête peut disperser une flottille. Un calme plat peut immobiliser un navire et le livrer à une patrouille. Les marins comme Beluche vivent avec cette loterie permanente. Ils développent une forme de fatalisme pratique. On prépare, on anticipe, on répare. Et puis on accepte que la mer décide. Dans les marais de Barataria, la vie est rude. Ce n'est pas l'image d'Épinal du pirate au trésor. C'est la boue jusqu'aux chevilles, les moustiques, la chaleur qui fait tourner les vivres, l'eau saumâtre, les fièvres. Les hommes dorment mal. Ils se lavent peu. Ils portent des vêtements imprégnés de sel et de fumée. Les navires, eux, demandent une attention constante. Le bois travaille, les cordages s'usent, les voiles se déchirent, les coques se couvrent de coquillages et d'algues qui ralentissent la marche. Il faut caréner, gratter, calfater. Il faut du goudron, de l'étoupe, des clous. Il faut des mains. Beluche, en tant que marin expérimenté, n'est pas seulement un exécutant. Il est un homme qui sait organiser. Un navire n'est pas une arme si l'équipage n'est pas entraîné. Une flottille n'est pas un réseau si les rendez-vous ne sont pas tenus. Et dans un monde clandestin, la ponctualité est une question de survie. Arriver trop tôt, c'est attendre et se faire repérer. Arriver trop tard, c'est trouver un mouillage vide et comprendre qu'on a été trahi ou que l'autre a été pris. La Nouvelle-Orléans, pendant ce temps, continue de grandir, de s'enrichir, de se salir. Les plantations en amont produisent. Les bateaux à fond plat descendent le fleuve chargés de coton, de sucre, de mélasse. Les rues se remplissent de charrettes. Les marchés débordent. Les églises sonnent. Les journaux circulent. Et dans les arrière-salles, on discute de politique internationale comme on discute du prix du café. Avec passion, avec intérêt, avec opportunisme, car l'Atlantique est en révolution. Les idées circulent avec les navires, les nouvelles de Saint-Domingue, de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, des soulèvements en Amérique espagnole, tout. Cela arrive par bribes, par lettres, par récits de marins. Et ces récits ne sont pas neutres. Ils sont chargés de peur, d'espoir, de calcul. Un port comme la Nouvelle-Orléans est un endroit où l'on comprend que les empires peuvent vaciller, que les drapeaux peuvent tomber, que les loyautés peuvent se déplacer. Dans ce contexte, être pirate ou corsaire n'est pas une identité fixe, c'est une étiquette collée par les autres. Un même homme peut être un criminel pour un tribunal et un héros utile pour un gouverneur. Tout dépend du pavillon qui flotte au-dessus de lui et du port où il cherche refuge. Beluche, associé des Lafitte, navigue dans cette ambiguïté. Il n'est pas un idéologue, il est un professionnel. Un homme qui sait que la mer ne récompense pas les discours, mais les compétences. Et pourtant, même les professionnels finissent par être rattrapés par la politique, parce que la politique décide qui a le droit de naviguer, qui a le droit de vendre, qui a le droit de porter des canons. Les Lafitte, eux, jouent un jeu dangereux. Ils se rendent indispensables. Ils alimentent la ville. Ils fournissent des marchandises. Ils ont des hommes. Ils ont des navires. Ils ont des informations. Et dans une région où les autorités manquent souvent de moyens, cette puissance parallèle devient presque un pouvoir. Mais un pouvoir sans légitimité officielle est un pouvoir fragile. Il suffit d'un changement d'humeur à Washington, d'un scandale, d'une pression diplomatique, pour que la tolérance se transforme en chasse. Beluche apprend à vivre avec cette épée au-dessus de la tête. Il apprend à préparer des issues, à connaître des ports secondaires, à avoir des contacts ailleurs, à comprendre que le Golfe n'est pas un lac américain, mais une mer partagée. Cuba, la Floride, le Yucatan, les côtes de la Nouvelle-Espagne, les îles. Un réseau peut se déplacer. Un homme de mer peut changer de théâtre. Un navire peut changer de pavillon.
Mais avant de changer de pavillon, il faut savoir ce que vaut un pavillon. Dans les années où Beluche se forme et s'affirme, le pavillon est une protection et une cible. Un pavillon espagnol peut ouvrir certaines portes et en fermer d'autres. Un pavillon français peut être un souvenir, une nostalgie ou une suspicion. Un pavillon américain peut être une promesse de légalité, mais aussi une contrainte. Et dans les eaux du Golfe, il y a aussi les pavillons improvisés, ceux qu'on hisse pour tromper, pour approcher, pour gagner quelques minutes. La mer est un tribunal sans juge, mais elle a ses règles tacites. On respecte la force, on respecte la ruse, on respecte la réputation. La réputation, justement. Elle se construit vite et se perd plus vite encore. Un capitaine qui traite bien ses hommes attire des volontaires. Un capitaine qui triche sur les parts se retrouve avec un équipage prêt à le vendre. Un homme qui tient parole devient précieux dans un monde où la parole est souvent la seule garantie. Beluche, pour rester dans l'orbite des Laffitte, doit être fiable. Il doit être efficace. Il doit être discret. Et il doit être capable de violence quand il le faut, sans se laisser emporter par elle. Il y a, dans la vie maritime de cette époque, une discipline du corps. Les mains sont toujours abîmées, les ongles cassés, la peau brûlée par le soleil et le sel, les épaules usées par les manœuvres, les yeux plissés à force de scruter l'horizon. On vit avec des douleurs chroniques, avec des cicatrices, avec des dents qui tombent. On vit aussi avec la promiscuité, des hommes entassés, des odeurs, des maladies. La moindre blessure peut s'infecter, la moindre fièvre peut tuer, et pourtant on repart. Parce que rester à terre, pour beaucoup, c'est la misère. La Nouvelle-Orléans offre des tentations, mais aussi des pièges. L'argent gagné vite se dépense vite. Les tavernes, les jeux, les femmes, les dettes. Les marins sont des proies faciles pour les prêteurs. Et les prêteurs, dans un port, ont des alliés partout. Un homme comme Beluche doit apprendre à gérer l'argent autant que le vent, à ne pas se laisser dépouiller à terre, à investir dans ce qui compte, un bon équipement, de bonnes relations, une réputation. Dans les cercles de Barataria, on parle aussi de stratégie, pas au sens académique, au sens concret. Quelles routes éviter, quels navires attaquer, quelles cargaisons valent le risque, quels capitaines ennemis sont dangereux, quels ports ferment les yeux. On apprend à reconnaître les silhouettes des bâtiments de guerre, à estimer leur armement, à deviner leur vitesse. On apprend à utiliser les petites unités rapides, les goélettes, les bricks, ces navires nerveux qui peuvent se faufiler là où une frégate ne peut pas entrer. Beluche, dans ce monde, devient un homme de ces navires rapides, un homme du littoral, un homme des passes, un homme qui comprend que la puissance n'est pas seulement dans le nombre de canons, mais dans la capacité à apparaître et disparaître, à frapper et s'évanouir, à transformer la géographie en allié. Et pourtant, même dans cette zone grise, il y a des lignes, des limites, des choix. Tous les hommes de mer ne se ressemblent pas. Certains sont des prédateurs sans frein, d'autres se voient comme des auxiliaires d'une guerre, même si cette guerre est lointaine et changeante. D'autres encore ne pensent qu'au profit, mais savent que le profit a besoin d'un minimum d'ordre. Les Laffitte, malgré leur réputation, ne sont pas des anarchistes. Ils gèrent un système, et un système a besoin de règles internes. Beluche se situe là, dans la compétence et l'organisation. Il n'est pas seulement un bras. Il est une pièce d'un mécanisme. Et ce mécanisme, au début du XIXe siècle, tourne à plein régime, parce que le monde est en crise permanente. Les guerres européennes perturbent le commerce. Les embargos américains tentent de le contrôler. Les colonies espagnoles commencent à bouillir. Les Caraïbes deviennent un échiquier où chaque île peut être un refuge ou un piège. La Nouvelle-Orléans, elle, est un port américain de plus en plus important, mais encore profondément créole dans ses habitudes. On y voit des uniformes américains, mais on y entend encore les intonations françaises. On y lit des proclamations officielles, mais on y respecte les réseaux informels. Cette dualité crée une tension constante. Les autorités veulent imposer une norme, les habitants veulent préserver une flexibilité qui les nourrit, et au milieu, des hommes comme Beluche qui vivent de cette flexibilité, sentent que le temps de l'improvisation infinie n'est pas éternel. Il y a des signes. Des navires saisis plus souvent, des procès plus médiatisés, des patrouilles qui osent entrer dans des zones autrefois intouchables, des informateurs, des trahisons, des lettres interceptées. La clandestinité devient plus coûteuse, plus dangereuse. Et quand le coup monte, les alliances se fragilisent. Dans les marais, la nuit, on peut voir les feux lointains des campements, les silhouettes des navires au mouillage, les reflets sur l'eau noire. On peut entendre le clapotis, le froissement des roseaux, le cri d'un oiseau. Et on peut imaginer Beluche, jeune encore mais déjà endurci, regarder ces lumières, en comprenant que tout cela tient à un fil de tolérance, un fil de chance, un fil de politique. Car la politique, même quand on la méprise, finit par vous attraper par le col.
Beluche n'est pas né dans un palais. Il n'a pas reçu une éducation d'académie navale. Il est formé par le port, par le fleuve, par la mer. Sa science est une science de terrain, les courants, les vents, les hommes. Et cette science-là, dans l'Atlantique des révolutions, devient une marchandise stratégique. Les États naissants en auront besoin. Les armées en auront besoin. Les chefs politiques, même les plus idéalistes, auront besoin de navires, de marins, de canons, de ravitaillement. Ils auront besoin de gens capables de faire la guerre sur l'eau. Pour l'instant, Beluche est encore dans le Golfe, dans l'orbite Lafitte, dans cette économie parallèle qui nourrit la Nouvelle-Orléans et défie les autorités. Il apprend à naviguer entre les îles et les lois. Il apprend à survivre dans un monde où l'on peut être célébré un jour et traqué le lendemain. Il apprend surtout une leçon que la mer enseigne mieux que n'importe quel livre. Le pavillon qui claque au vent n'est pas seulement un symbole, c'est une protection provisoire, une promesse fragile, et parfois une condamnation. Le même navire, avec les mêmes hommes, les mêmes canons, la même coque usée par le sel, peut être considéré comme un instrument de guerre légitime ou comme un repère de criminels. Il suffit de changer de couleur. Il suffit de changer de port d'arrivée. Il suffit que le monde autour décide que la tolérance est terminée. Et dans la chaleur lourde de la Nouvelle-Orléans, entre les cris des débardeurs et le grincement des poulies, entre les prières murmurées dans les églises et les rires gras des tavernes, Renato Beluche avance, pas à pas, vers ce moment où la mer ne sera plus seulement un espace de profit et de fuite, mais un champ de bataille pour des causes qui prétendent fonder des nations. Pour l'instant, il est un marin du Golfe, un créole de port, un homme de Barataria, un homme dont le destin dépend, comme toujours, de ce qui flotte au-dessus de sa tête quand le vent tourne. Le vent tourne rarement d'un seul coup dans le golfe du Mexique. Il tourne comme tournent les affaires. D'abord une brise presque agréable, puis une rafale qui fait claquer les toiles, puis un souffle continu qui oblige à réduire la voilure, à changer d'amure, à admettre que la route d'hier n'est plus praticable. Pour les hommes de Barataria, ce changement-là a un nom, la pression. La pression des douanes, la pression des tribunaux. La pression d'un État américain qui, après avoir acheté la Louisiane, veut maintenant la posséder vraiment, pas seulement sur une carte, mais dans les passes, dans les bayous, dans les comptes des négociants, dans les cales des navires. Et quand un État veut posséder, il commence par compter. Il compte les barriques, il compte les ballots, il compte les canons, il compte les hommes, il compte les papiers, il compte les mensonges. À la Nouvelle-Orléans, au début des années 1810, on sent cette manie nouvelle dans les détails les plus concrets. Un inspecteur qui ne se contente plus d'un sourire et d'un billet glissé, un officier qui exige de voir la cargaison au lieu de regarder ailleurs, un juge qui prononce le mot piraterie avec une gravité presque théâtrale, comme s'il voulait que le son même du mot fasse peur. Les quais restent bruyants, les charrettes grincent, les sacs de sucre s'éventrent, les dockers jurent en créole et en anglais, mais derrière ce vacarme, quelque chose se durcit. La tolérance, cette matière molle qui permettait à tout le monde de respirer, commence à se solidifier en règle. Pour Jean et Pierre Lafitte, c'est un problème de survie. Pour Renato Beluche, c'est un problème de trajectoire, car Beluche n'est pas seulement un homme qui suit. Il est de ceux qui comprennent, par instinct et par métier, que la mer n'offre pas de retraite paisible. Elle offre des transitions. On ne quitte pas un monde, on glisse vers un autre, en essayant de ne pas se faire écraser entre les deux. Et dans ces années-là, l'espace entre corsaires utiles et pirates pendables se rétrécit au point de devenir une lame. Les Lafitte ont bâti leur puissance sur une évidence. La Nouvelle-Orléans est un port qui consomme. Elle consomme des marchandises, des nouvelles, des hommes, des rumeurs. Elle consomme aussi des contradictions. Les planteurs veulent vendre, mais ils veulent aussi des prix élevés. Les négociants veulent des cargaisons, mais ils veulent des papiers propres. Les autorités veulent des taxes, mais elles veulent aussi la paix sociale. Et dans ce triangle, Barataria est la soupape. Tant que la soupape fonctionne, la chaudière ne saute pas. Sauf qu'une chaudière, quand on la modernise, on change aussi la soupape. Les États-Unis, en entrant dans la guerre contre la Grande-Bretagne en 1812, transforment le Golfe en zone stratégique. Les Britanniques rôdent. Les navires de guerre apparaissent plus souvent à l'horizon, silhouettes sombres, hautes sur l'eau. Avec cette assurance des bâtiments faits pour commander, les convois deviennent des proies et des enjeux. Les ports deviennent des objectifs. Et soudain, les hommes de Barataria ne sont plus seulement des contrebandiers gênants. Ils sont des acteurs potentiels d'une guerre. Des hommes qui savent naviguer dans les passes. Des hommes qui ont des canons. Des hommes qui connaissent les chenaux comme on connaît les rides de sa propre main. Dans ce contexte, la course redevient une tentation officielle. Mais officielle pour qui et contre qui?
La lettre de marque, ce papier qui transforme un acte de prédation en acte de guerre, devient une monnaie politique. On la distribue, on la refuse, on la brandit, on la conteste, et les Laffitte, qui ont longtemps vécu dans l'ombre des papiers, se retrouvent à devoir négocier avec la lumière crue des administrations. Beluche, lui, vit la guerre comme la vivent les marins, par les conséquences, plus de patrouilles, plus de contrôle, plus de risque de tomber sur un bâtiment armé qui ne discute pas, plus de chance aussi de faire une prise rentable parce que la guerre gonfle les prix et multiplie les cargaisons sensibles. La mer devient plus dangereuse, donc plus lucrative. Et c'est précisément ce mélange qui rend tout instable. Quand le danger paie, il attire des hommes qui ne savent pas mesurer, il attire des amateurs, il attire des désespérés, il attire des violents. Dans les mouillages de Barataria, on voit passer des visages nouveaux, des hommes qui parlent trop fort, des hommes qui boivent trop, des hommes qui se vantent d'avoir pris ceci ou cela, comme si la mer était un jeu. Les vieux marins les regardent avec mépris, parce qu'ils savent que la mer punit l'arrogance, mais ils savent aussi autre chose. Ces hommes-là attirent l'attention, et l'attention dans un réseau clandestin est une maladie contagieuse. Les autorités américaines, elles, commencent à comprendre que Barataria n'est pas un simple repère. C'est une infrastructure, une logistique, une économie parallèle qui a ses routes, ses signaux, ses entrepôts, ses complicités, et une infrastructure, on ne la combat pas seulement avec des sermons. On la combat avec des navires, des hommes, des mandats, des exemples. Les exemples, justement. Dans un port, un exemple vaut plus qu'une loi. Une saisie spectaculaire, un procès public, une pendaison, un navire brûlé, un capitaine humilié. Ce sont des messages. Et les messages circulent plus vite que les marchandises. Beluche voit ces messages arriver comme on voit arriver un grain. D'abord une ligne sombre sur l'horizon, puis une odeur de pluie, puis le choc. Il entend les rumeurs de raids contre Barataria, de descente, de confiscation. Il entend aussi les rumeurs inverses, des négociants qui, en privé, continuent de traiter avec les Laffitte, parce que le sucre ne se vend pas tout seul, parce que les tissus ne traversent pas les marais par magie, parce que les profits ont une voix plus persuasive que la morale. Et au milieu de cette hypocrisie générale, il y a une réalité brutale. Quand l'État décide de frapper, il frappe souvent au hasard, et ce hasard-là peut tuer. Les hommes de mer ont une relation particulière au temps. Ils vivent par quart, par marée, par saison. Ils savent que certaines fenêtres ne se rouvrent pas. Et la fenêtre de Barataria, celle où l'on pouvait encore jouer sur les ambiguïtés, commence à se refermer, pas parce que les Laffitte deviennent soudain moins habiles, mais parce que le monde autour devient moins permissif. Les guerres napoléoniennes ont bouleversé les routes, les révolutions ont bouleversé les loyautés, et les États, anciens ou nouveaux, veulent reprendre la main sur ce qui leur échappe. Les ports, les taxes, les armes, les hommes. Dans ce climat, la figure de Jean Laffitte prend une dimension presque paradoxale. Il est à la fois recherché et courtisé, condamné dans les proclamations, utile dans les conversations. On le traite de pirate, mais on sait qu'il peut fournir des canons, des marins, des renseignements. On le menace, mais on lui parle. Et cette duplicité, Beluche la comprend parfaitement, parce qu'il l'a vécue à petite échelle. Un douanier qui vous insulte en public et vous serre la main en privé, un juge qui vous condamne et un négociant qui vous paie. La bascule, elle, ne vient pas d'un discours. Elle vient d'un événement qui oblige chacun à choisir un camp, ou du moins à faire semblant d'en choisir un. Quand la menace britannique se précise sur la Louisiane, quand l'idée même d'une attaque contre la Nouvelle-Orléans devient plausible, la ville se découvre vulnérable. Le Mississippi, cette route de fortune, peut devenir une route d'invasion. Les passes, ces labyrinthes protecteurs, peuvent devenir des portes ouvertes à un ennemi qui aurait des pilotes, des cartes, des guides, et soudain les compétences des hommes de Barataria, leur connaissance des chenaux, leur capacité à manœuvrer des goélettes armées, leur habitude de la guerre irrégulière, deviennent un capital militaire. C'est là que le pavillon commence à changer au vent, non pas comme un geste romantique, mais comme une transaction. On a souvent raconté cette période comme une scène de théâtre. Les pirates qui deviennent patriotes, les autorités qui pardonnent, la ville sauvée par des hommes de l'ombre. La réalité, elle, est plus rugueuse. Elle sent le goudron, la poudre, la sueur. Elle est faite de négociations, de méfiance, de calculs. Les Laffitte ne donnent pas, ils échangent. Les autorités ne pardonnent pas par bonté, elles utilisent. Et les hommes comme Beluche, pris entre ces deux logiques, doivent décider ce qui leur permet de continuer à naviguer sans finir au bout d'une corde. Dans les jours où l'on parle de défense, les quais changent de visage. On voit des miliciens maladroits avec des fusils trop longs. On voit des officiers qui essaient de donner des ordres à des hommes qui n'ont jamais obéi qu'à la nécessité.
On voit des charpentiers travailler jour et nuit, réparer, renforcer, calfatage à la hâte, parce qu'un navire qui fuit est un navire mort. On voit des barils de poudre transportés avec une prudence superstitieuse, comme si chaque pas pouvait déclencher l'explosion. On entend des sermons patriotiques, mais on entend surtout le bruit des marteaux et le cliquetis des chaînes. Beluche, dans ce tumulte, n'est pas un orateur. Il est un praticien. Il sait ce que vaut un canon mal fixé. Il recule, il casse, il tue ses propres hommes. Il sait ce que vaut une mèche humide. Elle vous trahit au pire moment. Il sait ce que vaut un équipage qui ne connaît pas son poste. Au premier choc, c'est la panique. Et il sait aussi ce que vaut un navire léger dans des eaux peu profondes. C'est une arme que les grandes frégates ne peuvent pas imiter. La guerre pour lui n'est pas une idée. C'est une série de gestes précis, mais cette utilité militaire ne lave pas tout. Elle ne lave pas les années de contrebande. Elle ne lave pas les prises contestées. Elle ne lave pas les cargaisons débarquées de nuit. Elle ne lave pas, surtout, la réputation. Et la réputation, dans un monde où les papiers changent de valeur selon le tribunal, est une seconde peau. Après la crise, après les combats, après les proclamations, vient toujours le moment où l'État se souvient qu'il est l'État. Il a utilisé des irréguliers, puis il veut les ranger. Il a toléré des zones grises, puis il veut les blanchir ou les effacer. Et c'est là que la bascule devient dangereuse. Ceux qui ont servi deviennent encombrants, parce qu'ils rappellent que la légalité a été flexible. Les Lafitte le comprennent. Beluche le comprend. Et c'est ici que la mer redevient ce qu'elle a toujours été. Une issue. On pourrait croire que quitter Barataria, c'est quitter un lieu. En réalité, c'est quitter une manière de vivre. Barataria, c'est l'art de l'entre-deux, entre la loi et le commerce, entre la guerre et le banditisme, entre le port et le marais. Quand cet entre-deux se ferme, il faut choisir un autre entre-deux, ailleurs. Et ailleurs, dans ces années-là, c'est la Caraïbe en ébullition, car pendant que la Nouvelle-Orléans se débat avec ses loyautés, les colonies espagnoles se soulèvent, les noms circulent. Caracas, Cartagena, les côtes de la Nouvelle-Grenade, les îles où l'on arme des expéditions, les ports où l'on vend des prises sous des papiers improvisés. Les révolutions hispano-américaines ont besoin de tout, d'armes, de poudre, de navires, de marins. Elles ont besoin d'hommes qui savent faire la guerre sur l'eau sans attendre des budgets réguliers ni des arsenaux bien rangés. Elles ont besoin, en somme, de gens comme Beluche, et c'est là que la frontière morale se révèle pour ce qu'elle est souvent sur mer. Une frontière politique. Le même acte, capturer un navire, saisir une cargaison, débarquer des caisses de fusils, peut être qualifié de piraterie ou de service patriotique. Tout dépend de la lettre qu'on vous donne. Tout dépend du port qui vous accueille. Tout dépend du drapeau qui vous reconnaît. Mais obtenir cette reconnaissance n'est pas simple. Les nouveaux gouvernements, les juntes, les chefs militaires, tous ces pouvoirs en formation sont eux-mêmes fragiles. Ils se méfient des étrangers, ils se méfient des aventuriers, ils se méfient des hommes qui viennent avec une réputation de contrebandiers. Ils ont besoin d'eux, mais ils les craignent. Et cette peur se traduit en conditions, en serments, en chaînes de commandement improvisées, en rivalités internes. Beluche, qui a appris la discipline du bord, sait ce que signifie une chaîne de commandement. Il sait aussi ce que signifie l'absence de chaîne, des ordres contradictoires, des jalousies, des mutineries. Dans le monde Lafitte, l'autorité était personnelle, presque familiale, fondée sur la confiance et la peur. Dans le monde des révolutions, l'autorité prétend être institutionnelle, fondée sur des grades, des commissions, des signatures. Mais sur l'eau, un grade sans compétence ne vaut rien. Et une signature sans canon ne protège pas. La bascule de Beluche se fait donc dans une tension permanente. Il faut se rendre acceptable sans devenir docile. Il faut entrer dans une légalité nouvelle sans perdre l'efficacité qui faisait sa valeur. Il faut surtout survivre à la période la plus dangereuse, celle où l'on n'est plus protégé par l'ancien réseau et pas encore pleinement intégré au nouveau. Dans les ports de la Caraïbe, on reconnaît ces hommes-là à leur manière de se tenir. Ils ne sont pas des officiers de salon. Ils ont la peau tannée, les mains épaisses, le regard qui mesure les distances. Ils parlent peu, ou alors ils parlent en termes concrets. Vitesse, tirant d'eau, nombre de pièces, état des voiles, qualité de l'équipage. Ils ne demandent pas « quelle est la cause ?» Ils demandent « qui paie, qui commande, où est le refuge si ça tourne mal ?» Et pourtant, même chez les plus pragmatiques, il y a une forme de logique intérieure. Beluche n'est pas un homme sans loyauté. Il est un homme qui a besoin que la loyauté ait un sens pratique. Dans le monde Lafitte, la loyauté était un pacte de survie. On se protège, on partage, on se tait. Dans le monde des indépendances, la loyauté peut devenir un chemin vers un rang, une reconnaissance, une place dans un ordre nouveau. Ce n'est pas de l'idéalisme pur, c'est une ambition réaliste. Et pour un marin créole de la Nouvelle-Orléans,
né dans une ville où les drapeaux ont changé sans que le fleuve change, cette ambition-là n'a rien d'incohérent. Mais avant d'être reconnu, il faut être lavé, ou du moins recouvert d'une couche de légitimité. Les accusations de piraterie dans ces années ne sont pas seulement des insultes, ce sont des armes diplomatiques. Un gouvernement peut dénoncer un corsaire ennemi comme pirate pour justifier une intervention. Un consul peut exiger la restitution d'une prise en brandissant le droit maritime. Un tribunal peut condamner un homme absent pour le rendre infréquentable. Et un marin, même courageux, même compétent, peut se retrouver prisonnier d'un mot. Beluche le sait. Il sait que la mer est un tribunal sans juge, mais que les ports, eux, ont des juges. Il sait que les papiers comptent, même quand ils sont hypocrites. Il sait que la différence entre une prise légale et une prise criminelle tient parfois à la qualité de l'encre et à la rapidité avec laquelle on peut présenter une commission. Alors il faut des commissions, il faut des lettres, il faut des signatures, il faut des témoins, il faut des alliances. Et c'est là que l'on comprend à quel point les Laffitte ont été une école de navigation, oui, une école de violence aussi, mais surtout une école de réseau. Savoir à qui parler, savoir qui déteste qui, savoir quel port ferme les yeux, quel gouverneur est corruptible, quel marchand a besoin de poudre, quel capitaine a besoin d'un pilote. Cette intelligence-là, Beluche l'emporte avec lui comme on emporte une boussole. Elle ne garantit pas la sécurité, mais elle évite de naviguer à l'aveugle. La bascule n'est donc pas un saut héroïque. C'est une série de déplacements, de renoncements, de calculs. On quitte un mouillage, on perd des contacts, on en gagne d'autres. On change de pavillon, parfois littéralement. On repeint, on recoue, on hisse d'autres couleurs. On change aussi de langage. On apprend à parler de patrie et de république dans des ports où ces mots servent autant à recruter qu'à convaincre. On apprend à saluer des officiers qui, hier encore, auraient été des ennemis. On apprend à obéir à des ordres écrits, à rendre des comptes, à tenir un journal de bord qui pourra être lu par un tribunal. Et pendant ce temps, la fenêtre se referme derrière. À la Nouvelle-Orléans, l'époque où Barataria pouvait être un secret de Polichinelle s'achève. Les autorités fédérales, encouragées par la guerre puis par le retour à une normalisation, veulent nettoyer. Les négociants, eux, veulent continuer à gagner, mais ils veulent le faire sans risque. Ils veulent des routes sûres, des assurances, des papiers. Ils veulent que l'ombre fasse encore le travail, mais ils ne veulent plus être vus avec elle. C'est une trahison douce, une trahison de salon. On ne vous poignarde pas, on vous oublie. Pour Beluche, ce moment est décisif parce qu'il révèle une vérité simple. Dans le monde des ports, la gratitude est courte. On vous utilise, puis on vous remplace. On vous tolère, puis on vous condamne. Et si vous restez, vous devenez le symbole d'un désordre que l'on veut effacer, alors il faut partir. Partir pour un marin, ce n'est pas seulement lever l'ancre. C'est accepter que la mer, encore une fois, décide de votre identité, que le même homme, avec les mêmes cicatrices, les mêmes compétences, les mêmes réflexes, puisse être accueilli comme auxiliaire précieux dans un port et recherché comme criminel dans un autre. Que le pavillon, ce morceau de tissu, soit à la fois un masque et un passeport. On imagine souvent ces départs comme des scènes nettes, un dernier regard sur la ville, une larme, un serment. La réalité est plus prosaïque. On vend ce qu'on peut, on règle ce qu'on doit ou on laisse derrière soi des dettes qui ne seront jamais payées. On choisit ce qu'on emporte, des instruments de navigation, un pistolet fiable, une lame qui ne rouille pas trop vite, quelques vêtements, des papiers, les papiers surtout. Parce que dans le monde qui vient, les papiers seront des armes. Et puis on embarque. On sent sous ses pieds le bois vivant du pont. On entend le craquement des cordages. On sent l'odeur du goudron chauffé par le soleil. On voit les hommes à leur poste, certains silencieux, certains nerveux, certains déjà ailleurs dans leur tête. On regarde le ciel, parce que le ciel est le premier officier. Et on attend le moment où le navire, enfin, répond au gouvernail, où la ville recule, où le fleuve s'élargit, où l'eau devient plus salé, où le monde connu se dissout dans la brume. Ce départ-là n'est pas une fuite honteuse, c'est une adaptation, une manœuvre. Beluche sort de l'orbite Laffitte au moment où cette orbite devient une prison. Il emporte avec lui une expérience rare, celle d'un marin formé dans la zone grise la plus dense du Golfe, habitué à la vitesse, à la ruse, aux combats courts, aux débarquements nocturnes, aux cargaisons qui doivent disparaître avant l'aube. Et il s'apprête à entrer dans une autre zone grise, plus vaste, plus politique, plus dangereuse encore, celle des révolutions caribéennes, où l'on promet des républiques mais où l'on manque de tout, où l'on parle de liberté mais où l'on vit de prise, où l'on écrit des constitutions mais où l'on se bat avec des goélettes rafistolées. Le pavillon change au vent, encore. Et dans ce claquement sec du tissu, dans ce bruit presque banal, il y a toute la violence d'une époque, celle où un homme peut être
selon l'heure et le port, un bandit ou un officier en devenir. Celle où la mer ne juge pas, mais où les hommes, eux, jugent sans cesse, avec des lois, des canons, des rumeurs. Celle où la compétence maritime devient une monnaie si précieuse qu'elle peut acheter parfois une seconde naissance. Beluche s'avance vers cette seconde naissance avec le pragmatisme des gens qui ont trop vu pour croire au miracle, mais assez vécu pour savoir qu'un destin sur mer se joue souvent à une seule chose, être du bon côté du vent au moment où il tourne. La Caraïbe, quand on la regarde depuis un quai tranquille, ressemble à une carte postale. Une mer bleue, des îles comme des taches de peinture, des palmiers qui font semblant d'être éternels. Mais quand on y entre par le métier, par la cale, par la poudre, par la faim, elle devient un mécanisme, un engrenage de courant, de port, de papier, de fièvre, un monde où l'on ne demande pas d'où vient un homme, mais ce qu'il sait faire avec un gouvernail, une voile déchirée et 10 canons mal servis. Renato Beluche arrive dans ce monde-là avec une réputation qui colle comme le sel sur la peau. Créole de la Nouvelle-Orléans, marin du Golfe, associé des Laffitte, donc pour beaucoup un homme de l'ombre. Et pourtant, dans les années qui suivent la grande bascule de Barataria, l'ombre devient une ressource. Les révolutions hispano-américaines ont besoin d'armes et de navires comme un corps a besoin de sang. Elles ont besoin de marins qui ne s'effondrent pas quand la discipline manque, quand la solde n'arrive pas, quand le port promis ferme ses portes, quand le pavillon qu'on a hissé le matin devient un motif de pendaison le soir. Le premier choc, c'est la géographie. Dans le golfe du Mexique, Beluche connaissait les passes, les bayous, les bancs de sable, les odeurs de vase et de cyprès. Ici, la mer est plus ouverte, plus tranchante. Les alizés poussent avec une régularité trompeuse, et les îles, au lieu d'être des refuges, sont des pièges possibles. Un mouillage. Trop exposé, une rade où l'on vous observe, une garnison qui change de camp sans prévenir. Les cartes existent, mais elles mentent. Les récifs ne sont pas là où on les attend. Les courants vous décalent d'1 mille, et 1 mille, dans un chenal étroit, c'est la différence entre passer et s'ouvrir le ventre sur la pierre. Et puis il y a la politique, cette autre météo. Elle tourne plus vite que le vent. Dans les ports de la Caraïbe, on parle espagnol, anglais, français, créole. Et surtout, on parle bas. On parle de commissions de course délivrées par des gouvernements qui n'ont pas encore de capital stable. On parle de patriotes qui hier étaient des sujets du roi d'Espagne. On parle de royalistes qui parfois ne défendent pas tant un roi lointain que leurs propres privilèges locaux. On parle de marchands qui jurent fidélité à la République le matin et vendent des vivres à l'ennemi le soir, parce que la farine ne porte pas de drapeau. Dans ce brouillard, la course redevient une institution, mais une institution de fortune. Une lettre de marque dans un monde normal est un document encadré, reconnu, archivé. Ici, elle peut être un papier signé à la hâte, avec un sceau improvisé, et pourtant ce papier décide de la vie ou de la mort. Il décide si l'on est capitaine corsaire ou pirate. Il décide si une prise est un acte de guerre ou un vol. Il décide si, au prochain port, on vous sert du rhum ou on vous passe la corde au cou. Beluche comprend immédiatement la valeur de cette encre. Il a vécu trop longtemps dans l'illégalité tolérée pour mépriser la légalité naissante. Il sait que la différence entre un homme traqué et un homme utile tient parfois à une signature, alors il cherche la signature qui compte. Pas celle qui fait joli. Celle qui ouvre un port, qui permet de vendre une cargaison, qui donne un prétexte à un gouverneur pour fermer les yeux. Les indépendantistes, eux, cherchent des hommes comme lui avec une méfiance presque instinctive. Ils ont besoin de marins, mais ils craignent les marins. Parce que le marin, surtout le marin de course, est mobile. Il n'a pas de terre à perdre. Il peut disparaître. Il peut changer de camp. Il peut vendre une information. Il peut, au pire, devenir un embarras diplomatique. Et dans ces années-là, la diplomatie est une corde raide. Les nouvelles républiques veulent être reconnues. Elles veulent des prêts, des armes, des alliances. Elles ne peuvent pas se permettre d'être officiellement associées à la piraterie, même si, dans les faits, elles vivent souvent de la prédation sur mer. C'est là que Beluche doit faire ce qu'il sait faire de mieux, prouvé par l'efficacité. Sur un pont, les discours s'évaporent. La mer ne respecte que la compétence. La compétence, c'est d'abord la manœuvre. Une goélette corsaire n'est pas une frégate de ligne. Elle est plus basse, plus nerveuse, plus fragile. Elle vit de la vitesse, de l'angle, de la surprise. Elle doit pouvoir remonter au vent, se glisser dans des eaux où un gros bâtiment s'échoue, apparaître à l'aube et disparaître avant midi. Elle doit aussi porter assez de canons pour faire peur, mais pas trop pour ne pas s'alourdir. Tout est compromis, tout est calcul. Beluche a appris ce calcul dans le Golfe, là où les passes de Barataria punissaient l'erreur. Il sait lire une mer courte, une houle qui se casse, un ciel qui blanchit. Il sait ce que signifie un gréement fatigué, un haubans qui chante trop, une voile qui tire mal,
un mât qui travaille. Il sait aussi ce que signifie un équipage hétéroclite, des hommes de toute langue, de toute fidélité, réunis par l'appât du gain et la peur de mourir. Il faut les tenir, pas par la morale, par la routine, par la répartition claire des postes, par la certitude que, quand le premier boulet arrive, chacun sait où il doit être. Dans les opérations des indépendantistes, la mer n'est pas un théâtre secondaire, elle est une artère. Les armées de terre peuvent gagner une bataille et mourir de faim le mois suivant si les vivres n'arrivent pas. Les villes côtières peuvent proclamer une république et retomber sous contrôle royaliste si les renforts ne passent pas. Les fleuves, les estuaires, les baies deviennent des objectifs aussi importants que les collines et les fortins. Et la guerre maritime dans cette zone n'est pas une guerre de grandes escadres qui se rencontrent en ligne de bataille comme dans les manuels européens. C'est une guerre de raids, de blocus intermittents, de capture de caboteurs, de débarquements rapides. Une guerre où l'on coupe les communications, où l'on affame un port, où l'on enlève des armes, où l'on transporte des hommes. Une guerre où l'on vit sur l'ennemi parce qu'on n'a pas d'arsenal. Beluche devient précieux précisément parce qu'il sait vivre sur l'ennemi sans perdre le contrôle. Il sait que la prise n'est pas seulement un butin, c'est une logistique. Un navire capturé, c'est du bois, des voiles, des cordages, des clous, des barils, parfois des médicaments. C'est aussi des informations, des lettres, des manifestes, des itinéraires, des noms de correspondants. Dans un monde où les services de renseignement sont embryonnaires, la cale d'un navire marchand est une archive flottante, mais pour transformer une prise en avantage politique, il faut plus que des canons, il faut des ports qui acceptent la prise. Il faut des tribunaux de prise, même improvisés, qui donnent une apparence de droit. Il faut des commissaires qui évaluent, qui vendent, qui répartissent. Et là, la zone grise revient, plus épaisse encore, parce que la tentation est immense de détourner, de sous-évaluer, de voler. Les équipages veulent leur part. Les officiers veulent leur commission. Les gouverneurs veulent leur pourcentage. Les révolutionnaires, qui parlent de vertu républicaine, découvrent que la vertu coûte cher quand on doit payer des marins. Beluche, pragmatique, navigue dans cette corruption comme on navigue dans un champ de récifs. Il ne peut pas l'ignorer. Il ne peut pas non plus s'y noyer. Il doit rester assez propre pour être promu, assez efficace pour être indispensable, assez dur pour ne pas être mangé par les autres. Et c'est ici que son destin se lie à un nom qui, dans la Caraïbe, circule comme une rumeur de tempête, Simón Bolívar. Bolivar, à ce moment-là, n'est pas encore la statue immobile des places publiques. Il est un homme en mouvement, souvent en fuite, parfois victorieux, parfois brisé. Il dépend des alliances, des exils, des retours. Il dépend surtout de la mer, parce que la mer permet de revenir quand la terre vous rejette. Elle permet de transporter une expédition, de débarquer des armes, de rallumer une insurrection. Elle permet aussi de survivre quand les routes terrestres sont coupées. Les indépendantistes vénézuéliens et néo-grenadins, pour tenir, ont besoin d'une force navale, pas forcément une marine régulière au sens européen, avec des vaisseaux de ligne et des uniformes impeccables, une force capable de frapper, de transporter, de harceler, une force qui puisse, au moins par moment, contester la mer aux Espagnols, ou du moins rendre leur domination coûteuse. C'est là que des hommes comme Beluche entrent dans l'histoire officielle, pas par un acte symbolique, mais par une accumulation de services. Une traversée réussie malgré un blocus, un convoi escorté, un débarquement mené sans perdre la moitié des hommes dans la houle, une prise qui apporte des fusils au moment où l'armée n'a plus que des lances, une décision de capitaine prise en quelques secondes qui évite l'échouage et sauve un navire chargé de poudre. La poudre, toujours la poudre. Dans les récits de terre, on parle de bataille, de charge, de drapeau. Sur mer, on parle de poudre sèche, de barils bien calés, de mèches protégées, de soutes ventilées. Un seul accident et le navire devient une torche. Un seul boulet bien placé et tout s'arrête. Beluche a connu la poudre dans les combats courts du Golfe. Ici, il la connaît dans une guerre plus longue, plus épuisante. Les navires sont souvent mal entretenus. Les pièces d'artillerie sont disparates, canons de différents calibres, affûts rafistolés, boulets qui ne correspondent pas toujours. On compense par l'audace. On compense par la proximité. On compense par la surprise. Mais l'audace, quand elle devient routine, tue. Et c'est là que Beluche se distingue. Il n'est pas seulement audacieux, il est méthodique. Il sait que la mer récompense ceux qui répètent les gestes justes. Il impose des habitudes, il impose des inspections, il impose une discipline qui n'a rien de romantique. Vérifier les pompes, vérifier les cordages, vérifier les armes légères, vérifier les rations d'eau, l'eau surtout. Dans la Caraïbe, on peut mourir de soif entouré d'eau salée. Les barils fuient, l'eau croupit, la dysenterie arrive, la fièvre suit. La fièvre est l'autre ennemi.
Elle ne porte pas d'uniforme espagnol. Elle ne respecte pas les proclamations républicaines. Elle frappe les équipages dans les mouillages, dans les marais côtiers, dans les villes où l'on attend des ordres. Elle transforme un navire en hôpital flottant. Elle fait tomber les hommes les plus forts en 2 jours. Elle oblige à recruter des remplaçants, souvent des novices, souvent des désespérés. Et un équipage de novices, sur une goélette armée, c'est une bombe. Dans ce contexte, la montée en grade n'est pas une récompense abstraite, c'est une nécessité. Les chefs indépendantistes ont besoin d'officiers capables de tenir des hommes, de tenir des navires, de tenir des opérations. Ils ont besoin de gens qui comprennent la mer comme un système, pas comme une aventure. Beluche, en entrant au service de Bolivar, entre aussi dans un monde de rivalité interne. Les révolutions ne sont pas des blocs, elles sont des mosaïques. Il y a des chefs locaux jaloux de leur autonomie, il y a des officiers étrangers, britanniques, français, nord-américains, qui viennent pour la cause, pour la gloire, pour l'argent, souvent pour un mélange des trois. Il y a des corsaires qui veulent rester corsaires, et des politiciens qui veulent les transformer en marine nationale. Il y a des hommes de terre qui méprisent la mer, et des hommes de mer qui méprisent les discours de terre. Dans les conseils, on discute de principes. Sur les ponts, on discute de vivre, et entre les deux, il y a la réalité. Si la flotte ne fonctionne pas, la révolution s'étouffe. Le paradoxe, c'est que la révolution a besoin de la zone grise pour gagner, mais elle doit la réduire pour survivre ensuite. Tant que la guerre dure, on tolère les corsaires, on ferme les yeux sur les prises douteuses, on accepte des capitaines au passé trouble, mais dès que la reconnaissance internationale devient possible, dès que des traités se dessinent, dès que des consuls s'installent, la tolérance diminue. Les mêmes hommes qui étaient utiles deviennent gênants. Les mêmes méthodes qui étaient nécessaires deviennent embarrassantes. Beluche le sent. Il le sent dans les regards, dans les lettres, dans les ordres qui se font plus précis, dans les demandes de rapports, dans les inspections, dans les tentatives de régulariser. Régulariser sur mer, c'est un mot lourd. Cela veut dire uniforme, grade, hiérarchie, tribunaux, comptabilité. Cela veut dire moins de liberté, plus de contrôle. Cela veut dire la fin progressive de l'improvisation. Mais cela veut dire aussi une place, une reconnaissance. Un avenir qui ne dépend pas uniquement de la prochaine prise. Beluche, marin pragmatique, comprend l'offre implicite. Si tu acceptes la discipline d'un État en construction, l'État te donnera un nom, un rang, une protection. Il te donnera peut-être ce que Barataria ne pouvait jamais donner, une légitimité durable. Alors il joue ce jeu, pas comme un courtisan, comme un professionnel. Il apprend à parler le langage des commissions officielles. Il apprend à écrire ou à faire écrire des rapports qui décrivent des opérations en termes acceptables, croisière, interception, Schablocus, transport de troupes. Il apprend à présenter une capture non comme un acte de prédation, mais comme une action militaire contre l'ennemi royaliste. Il apprend à intégrer des marins dans une structure qui ressemble à une marine nationale, même si, en réalité, cette marine est encore un assemblage de navires disparates, et pendant ce temps, la mer continue de juger, sans juge, sans appel. Les opérations navales bolivariennes, qu'elles soient des escortes, des raids, des tentatives de contrôle côtier, se heurtent à un adversaire qui, lui, a une tradition impériale. Les Espagnols ont des ports, des arsenaux, des officiers formés, des procédures. Ils ont aussi des faiblesses, des distances énormes, des communications lentes, des garnisons isolées, des équipages parfois démoralisés. La guerre d'indépendance est une guerre d'usure. Sur mer, l'usure se mesure en voiles déchirés, en mâts cassés, en hommes perdus, en navires qui pourrissent faute de carénage. Carénaire. Mettre un navire sur le flanc, gratter la coque, enlever les coquillages, réparer les bordages, goudronner. C'est un travail ingrat, essentiel. Sans carénage, un navire ralentit, et un corsaire lent est un corsaire mort. Un bâtiment de guerre lent est un bâtiment inutile. Les nouveaux États manquent de chantiers, ils manquent de charpentiers, ils manquent de cuivre pour le doublage. Il manque de tout. Alors on fait avec. On répare avec du bois vert. On remplace une pièce par une autre. On cannibalise un navire pour en sauver 2. Beluche, qui a connu les bricolages de Barataria, n'est pas choqué. Il sait que la perfection est un luxe, mais il sait aussi que certains bricolages tuent. Il insiste sur les choses qui comptent, l'étanchéité, la solidité des mâts, la fiabilité des canons, la qualité des poudres. Il sait que la mer pardonne rarement 2 fois. Et puis il y a l'ennemi invisible, la réputation. Même au service de Bolivar, même avec des commissions, Beluche reste pour certains un pirate. Les Espagnols le diront pour le discréditer. Les diplomates le répéteront pour se protéger. Les marchands le chuchoteront pour négocier.
Et parfois, même dans le camp patriote, on utilisera ce mot pour régler des comptes, parce que la course, c'est aussi une économie de jalousie, une prise importante enrichit un équipage, un capitaine, un port, elle appauvrit ceux qui n'y ont pas participé, elle crée des rancœurs, elle crée des accusations. Il a pris trop, il a caché, il a vendu en secret, il a favorisé ses hommes. Dans un monde où l'argent manque, la suspicion est une monnaie courante. Beluche doit donc se battre sur deux fronts, contre l'ennemi sur mer et contre les soupçons à terre. Il doit prouver qu'il n'est pas seulement un homme de prise, mais un homme de service. Un homme capable de sacrifier un profit immédiat pour un objectif stratégique. Un homme capable de suivre un ordre qui n'est pas rentable. C'est là que se joue sa transformation la plus profonde, pas une conversion morale spectaculaire, une conversion de logique. Dans le monde Lafitte, l'objectif était clair, survivre, gagner, rester libre. Dans le monde bolivarien, l'objectif devient plus complexe. Gagner la guerre, oui, mais aussi construire quelque chose qui dure. Et pour construire, il faut parfois renoncer à la prise facile pour protéger un convoi. Il faut parfois éviter un combat pour préserver un navire qui sera nécessaire demain. Il faut parfois accepter une mission ingrate. Transporter des troupes malades, évacuer des civils, porter des dépêches, les dépêches. Un paquet de papier scellé qui vaut parfois plus qu'une cale de sucre, parce qu'une dépêche peut déclencher une offensive, prévenir une trahison, coordonner une expédition. Sur mer, porter une dépêche, c'est courir le risque d'être intercepté. C'est aussi porter un secret. Et un secret dans la Caraïbe attire les couteaux. Beluche, habitué aux secrets de contrebande, sait les protéger. Il sait aussi que dans une révolution, les secrets sont fragiles. Trop de gens parlent, trop de gens boivent, trop de gens se vantent. Il impose le silence. Il impose la prudence. Il impose cette forme de discipline qui n'a rien de noble mais qui sauve des vies. Peu à peu, son nom change de place. Il n'est plus seulement associé à Barataria, il est associé à des opérations patriotes. Il devient un officier de mer, un homme qu'on consulte, qu'on envoie, qu'on charge de responsabilité. La tradition biographique le présentera plus tard comme amiral de la marine vénézuélienne sous Bolivar, un mot qui, dans ses années de formation, recouvre souvent une réalité mouvante, des grades qui se stabilisent progressivement, des titres qui servent à donner, de l'autorité, à imposer une hiérarchie, à parler d'égal à égal avec des étrangers, car il y a aussi cela, la présence étrangère. Les Britanniques, surtout, avec leurs officiers en demi-solde, leurs marins à la recherche d'emploi après les guerres napoléoniennes, à leurs marchands qui sentent l'opportunité, les États-Unis avec leurs ports proches, leurs capitaines qui naviguent entre commerce et course, leur gouvernement qui proclame la neutralité tout en laissant partir des hommes, les Français dispersés après les bouleversements impériaux présents dans les îles, dans les réseaux. Dans ce mélange, un créole de la Nouvelle-Orléans a un avantage. Il sait parler au monde. Il sait passer d'une langue à l'autre. Il sait comprendre les codes. Il sait qu'un officier britannique ne pense pas comme un caudillo local, qu'un marchand de Curaçao ne négocie pas comme un planteur de la côte. Cette capacité d'adaptation qui faisait de lui un bonhomme de Barataria fait de lui un bonhomme de révolution, mais l'adaptation a un prix. Elle vous rend suspect aux yeux de ceux qui veulent des fidélités simples. Et les révolutions aiment les fidélités simples parce qu'elles rassurent. Elles aiment les héros sans tache parce qu'ils servent de drapeau. Beluche, lui, est un homme de tâches. Des taches de goudron, des taches de poudre, des taches de passé. Alors il compense par le service. Encore, toujours. On imagine souvent la guerre d'indépendance comme une suite de grandes dates, de proclamations, de batailles terrestres. Sur mer, elle est faite de jours identiques et épuisants. Le soleil qui brûle le pont, le sel qui ronge les mains, les quarts de nuit où l'on scrute une ligne noire à l'horizon, les réparations interminables, les rations qui diminuent, les hommes qui tombent malades, les disputes qui éclatent pour une gorgée d'eau ou une part de prise, et puis soudain la violence, courte, brute, un navire aperçu, une poursuite, les voiles qu'on ajuste au millimètre, les canons qu'on charge. Le silence avant le premier tir, ce silence étrange où l'on entend presque le bois craquer, puis le fracas, la fumée qui masque tout, les cris, les éclats, l'odeur de soufre, le pont glissant de sang et d'eau, et après le retour au travail, éteindre un début d'incendie, colmater une voie d'eau, compter les blessés, décider quoi faire des prisonniers. Les prisonniers, justement, dans une guerre irrégulière, ils sont un problème. Les garder, c'est consommer des vivres, les relâcher, c'est risquer qu'ils reviennent. Les exécuter, c'est se condamner moralement et diplomatiquement. Les échanger, c'est entrer dans une négociation. Les nouveaux États veulent apparaître civilisés, respectueux du droit des gens. Mais la mer, elle, pousse à la brutalité.
Beluche, qui a connu la dureté des prises, doit apprendre à composer avec cette exigence nouvelle, être efficace sans être barbare, ou du moins sans donner prise à l'accusation de barbarie. Chaque décision devient politique. Même le traitement d'un capitaine capturé, même la manière de rédiger un procès-verbal, même le choix de hisser un pavillon plutôt qu'un autre à l'approche d'un port. Le pavillon change au vent encore et encore, et ce n'est pas seulement une image. C'est une technique. On peut approcher sous des couleurs neutres, tromper la vigilance, puis hisser le pavillon de guerre au dernier moment. On peut aussi parfois jouer sur l'ambiguïté pour éviter un combat inutile. Mais chaque ruse, si elle est découverte, nourrit la légende noire, et la légende noire, dans une révolution qui cherche la reconnaissance, est un poison. Beluche marche sur cette ligne. Il n'est pas un saint, il n'est pas un idéologue. Il est un marin qui comprend que la légitimité est une arme aussi réelle qu'un canon. Une arme qui ouvre des ports, une arme qui attire des recrues, une arme qui permet d'obtenir des prêts, des navires, des alliances. Alors il accepte de devenir peu à peu un homme d'institution, pas parce qu'il aime l'institution, parce qu'il comprend que l'institution est la seule manière de ne pas finir comme un débris de l'âge des corsaires, traqué par tous, utile à personne. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle se fait dans les détails, un uniforme porté correctement, même s'il gratte, un salut rendu à un supérieur, même si on le méprise, un ordre exécuté sans discuter, même si on aurait fait autrement, un rapport écrit avec soin, même si on préférerait dormir, une prise déclarée officiellement, même si on pourrait la vendre en secret, et à mesure que Beluche s'insère dans la marine patriote, il devient aussi un symbole involontaire de ce que la Révolution fait aux hommes. Elle recycle, elle transforme des compétences marginales en compétences nationales, elle prend des hommes formés dans l'illégalité et les met au service d'une légalité nouvelle, elle les blanchit parfois, elle les utilise souvent, elle les jette parfois aussi. Mais tant que la guerre dure, elle a besoin d'eux. Les campagnes navales bolivariennes, avec leurs expéditions, leurs tentatives de reprendre des ports, leurs mouvements entre îles et côtes sont un jeu de patience et de nerfs. Les Espagnols peuvent tenir une ville, mais s'ils perdent la mer autour, ils s'asphyxient. Les patriotes peuvent gagner une bataille, mais s'ils ne peuvent pas ravitailler, ils se dissolvent. La mer est le lien, la mer est la menace, la mer est la promesse. Beluche dans ce système devient un nœud, un homme qui relie des mondes, la Louisiane créole et les côtes vénézuéliennes, les réseaux de contrebande et les commissions officielles. La violence de la course et la discipline d'une marine en formation, et plus il monte, plus il doit affronter une autre réalité. La guerre n'est pas seulement contre l'Espagne, elle est aussi à l'intérieur du camp patriote, rivalité de commandement, accusation de trahison, lutte pour le contrôle des ports, des douanes, des revenus. Parce que la course même patriotique génère de l'argent. Et l'argent dans une révolution est un pouvoir. Un officier de mer qui contrôle des navires contrôle aussi des flux, armes, vivres, marchandises, informations. Il devient un acteur politique, même s'il ne le veut pas. Il devient un homme qu'on courtise, qu'on surveille, qu'on accuse. Il devient un homme dont la loyauté est testée. Beluche, qui a appris la loyauté comme un pacte de survie, doit maintenant la pratiquer comme une fidélité institutionnelle. Ce n'est pas la même chose. Dans un pacte de survie, on est loyal à des hommes. Dans une institution, on est loyal à une idée, à un État, à une hiérarchie abstraite. Et quand l'État est encore en train de naître, cette abstraction est fragile. Elle se fissure au moindre revers. Alors la loyauté redevient concrète. Loyauté à Bolivar, à un chef, à une chaîne de commandement qui au moins donne un sens. Bolivar, avec son autorité charismatique et sa capacité à incarner la cause, offre à des hommes comme Beluche un point fixe dans une mer politique agitée, un point fixe relatif bien sûr, mais un point fixe quand même. C'est ainsi qu'un homme catalogué pirate peut devenir un visage de la légitimité navale d'une révolution, non pas parce qu'il a changé de nature, parce que le monde a changé de besoin, parce que la même compétence, manœuvrer, combattre, ravitailler, survivre, change de nom selon le drapeau qui la paie, parce que la mer, elle, ne connaît pas les catégories morales. Elle connaît les routes, les vents, les canons, les hommes, et dans les ports où l'on commence à parler de marine nationale, où l'on tente de dresser des listes d'officiers, de fixer des grades, de créer des arsenaux, le nom de Beluche cesse d'être seulement une rumeur de flibuste, il devient une ligne dans une administration, une signature au bas d'un ordre, une autorité sur un pont, le pavillon claque, les couleurs sont nouvelles, le tissu est le même, la mer aussi, et Beluche, debout sur un pont chauffé par le soleil, regarde l'horizon avec cette expression particulière des marins qui ont compris une chose simple et terrible, on ne sort jamais vraiment de la zone grise.
On apprend seulement à y survivre avec des papiers plus propres et des responsabilités plus lourdes. La guerre finit toujours par changer de texture. Au début, elle est un bruit, un choc, une suite de coups de main et de traversées nocturnes, une vie suspendue à la chance et à la vitesse. Puis, sans prévenir, elle se met à ressembler à de l'administration, des registres, des cachets, des ordres écrits à l'encre brune sur du papier qui gondole dans l'humidité, des commissions qu'on relit 3 fois parce qu'un mot mal placé peut vous transformer, au prochain port, en officier respectable ou en criminel à pendre. Pour un homme comme Renato Belluche, c'est là que tout se joue. Parce que la mer, elle, ne change pas. Elle garde ses mêmes reflets d'acier au petit matin, ces mêmes grains qui arrivent comme des bêtes, ces mêmes odeurs de goudron chaud et de cordage mouillé. Mais les rivages, eux, se mettent à exiger des preuves, et les révolutions, une fois qu'elles ont survécu au pire, commencent à se méfier de ceux qui les ont aidés à survivre. On a besoin des irréguliers pour gagner. On n'en veut plus pour gouverner. Dans les années où les campagnes d'indépendance s'essoufflent et se recomposent, quand les grandes expéditions laissent place à des opérations plus ciblées, à des blocus, à des escortes, à des transports de troupes, la marine patriote, vénézuélienne, colombienne, ou ce qu'on appelle ainsi selon les moments et les frontières mouvantes, cherche à devenir une vraie marine. Pas seulement une addition de goélettes armées et de capitaines audacieux, une institution, avec des grades qui signifient quelque chose, avec une chaîne de commandement qui ne dépend pas de l'humeur d'un caudillo local, avec des ports où l'on peut caréner sans mendier des clous, avec des tribunaux de prise qui ne ressemblent pas à une table de taverne, et Belluche, qui a appris la mer dans les marges, se retrouve à devoir apprendre l'État, non pas l'État comme idée noble, mais l'État comme mécanique, payer des soldes, nourrir des équipages, répartir des prises, répondre à des plaintes de marchands, calmer des consuls étrangers, rédiger des rapports qui tiennent debout devant des juristes. La mer comme tribunal sans juge, oui, mais désormais à terre il y a des juges, ou du moins des hommes qui en portent le titre. Le paradoxe, c'est que plus Belluche monte, plus il doit prouver qu'il n'est pas ce que tout le monde croit qu'il est, ou plutôt qu'il n'est plus seulement cela. Le mot pirate est une arme facile. Les Espagnols l'emploient comme on jette du goudron, pour salir, pour isoler, pour justifier la pendaison sans procès. Les adversaires politiques, dans le camp patriote, l'emploient aussi, mais avec une autre intention, pour affaiblir un rival, pour faire tomber un homme qui contrôle des navires, donc des flux, donc de l'argent, donc du pouvoir. Car une marine, même embryonnaire, c'est une douane flottante. C'est la capacité de décider quel port reçoit du sel, quel port reçoit de la farine, quel général reçoit des fusils, quel autre attendra. C'est la capacité de transporter des hommes et des nouvelles. Et dans une république qui naît dans la pénurie, celui qui contrôle les transports contrôle la respiration du pays. Belluche n'est pas un homme de tribune. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il a besoin d'être indispensable. Et l'indispensable dans ces années-là, c'est celui qui sait faire arriver un convoi quand les vents sont contraires, quand les Espagnols patrouillent, quand les équipages désertent, quand les fièvres vident les hamacs. Celui qui sait transformer un navire capturé en navire utile. Celui qui sait faire tenir ensemble des hommes qui ne partagent ni langue, ni religion, ni patrie, mais qui partagent la même peur de mourir et la même fin de solde, la solde. Voilà le mot qui, à lui seul, explique une partie de la brutalité de l'époque. La solde arrive en retard ou n'arrive pas. Les gouvernements promettent. Les trésors sont vides. Les recettes douanières fondent dès qu'un port est menacé, alors on compense par la prise. On compense par la course. On compense par ce vieux réflexe atlantique, faire payer l'ennemi ou faire payer le commerce, parce que l'État ne peut pas payer ses hommes. Mais plus la guerre s'éloigne, plus cette logique devient toxique. Les marchands étrangers, britanniques, nord-américains, néerlandais, veulent des garanties. Ils veulent que leur cargaison ne soit pas prise par erreur. Ils veulent que les lettres de marque soient claires. Ils veulent que les tribunaux de prise ne soient pas des machines à dépouiller. Et surtout, ils veulent que les nouvelles républiques ressemblent à des États fréquentables. Un État fréquentable, c'est un État qui contrôle ses capitaines. Alors on resserre, on inspecte, on demande des comptes, on exige des journaux de bord, on veut savoir combien de boulets ont été tirés, combien de barils de poudre ont été consommés, combien de prisonniers ont été débarqués, et où. On veut des signatures, des témoins, des scellés. Pour Belluche, c'est une autre forme de combat, moins spectaculaire, plus dangereuse parfois, parce qu'un boulet, on l'entend venir. Une accusation, non. Elle arrive par une lettre, par un murmure, par une phrase dans un salon de port. Elle se nourrit de jalousie. Elle se nourrit de l'idée que l'homme de mer, surtout l'homme de course, ne peut pas être loyal à autre chose qu'à son profit.
Et pourtant, c'est précisément là que Beluche joue sa carte la plus solide. Il sait ce que vaut une réputation parce qu'il a vécu avec une réputation. Il sait que la réputation est une voile. Elle vous porte ou elle vous renverse. Alors il s'applique à la coudre point par point, avec des gestes de professionnel. Il ne cherche pas à effacer son passé. On n'efface pas le sel, mais à le recouvrir d'un présent incontestable. Le présent, ce sont des missions ingrates, des escortes de caboteurs chargés de farine, de viande salée, de poudre humide qu'il faut faire sécher au soleil sans la faire exploser, des transports de troupes qui vomissent par-dessus bord dès que la houle se lève et qui, une fois débarqués, accusent la marine de les avoir maltraités, comme si la mer obéissait aux ordres, des évacuations de civils quand une ville côtière menace de retomber, des patrouilles monotones où l'on ne voit rien pendant des jours, puis soudain, une voile à l'horizon et tout redevient immédiat. Dans ces patrouilles, la discipline n'est pas un luxe. C'est une condition de survie. Un navire mal tenu, c'est un navire qui pourrit, les cordages s'effilochent, les poulies grincent, les voiles se déchirent sur une couture fatiguée, les pompes se bouchent, les rats mangent les biscuits, l'eau tourne, la dysenterie arrive. Et quand la dysenterie arrive, l'équipage devient une ombre de lui-même, des hommes pliés en deux, des yeux creusés, des mains qui tremblent au moment de charger un canon. La fièvre ensuite achève le travail. Elle ne fait pas de différence entre un matelot et un officier. Beluche connaît cette guerre-là. Il la connaît dans les odeurs, dans la chaleur qui colle la chemise au dos, dans le goût métallique de l'eau croupie, dans le bruit des hamacs qu'on décroche pour jeter un corps à la mer, vite, avant que la maladie ne s'installe dans les esprits. Et il sait que, face à cela, l'héroïsme ne sert à rien. Il faut des routines, des inspections, des gestes répétés, faire aérer les cales, faire nettoyer les ponts, faire bouillir l'eau quand on peut, faire rationner sans provoquer la mutinerie, faire tenir. Tenir, c'est aussi tenir la ligne politique, parce que la fin des grandes campagnes ne signifie pas la paix. Elle signifie la fragmentation. Les alliances se recomposent, les chefs se disputent, les provinces veulent leur autonomie, les ports veulent garder leurs revenus, les militaires de terre regardent la marine comme un gouffre à ressources, toujours des demandes de cordage, de goudron, de poudre, de bois, de salaire, et la marine, elle, regarde la terre comme une bouche ingrate, toujours des ordres, rarement des paiements. Dans ce climat, un officier de mer devient, qu'il le veuille ou non, un acteur politique. On lui demande de soutenir tel gouverneur contre tel autre. On lui demande de transporter des hommes qui ne s'aiment pas. On lui demande de fermer les yeux sur une cargaison particulière. On lui demande de faire un geste symbolique, saluer un pavillon, escorter un dignitaire, montrer la force navale dans une rade pour impressionner une population hésitante. Le pavillon, toujours lui. Le tissu qui claque, qui change, qui décide de la vie ou de la mort. Dans les années de guerre, on le change pour tromper l'ennemi. Dans les années de consolidation, on le change pour se conformer à une nouvelle légalité, à une nouvelle constitution, à une nouvelle union politique. Et chaque changement laisse des hommes sur le côté, parce que chaque changement redéfinit qui est patriote et qui est suspect. Beluche, créole de la Nouvelle-Orléans, n'appartient pas naturellement à ces catégories. Il n'est pas né dans les Andes, ni dans les plaines vénézuéliennes. Il n'a pas de clan local. Il n'a pas de famille enracinée dans une province qui pourrait le protéger. Sa protection, c'est son utilité. Son ancrage, c'est son grade. Sa patrie, c'est le pont d'un navire. Et c'est là que le mot « amiral », qu'on lui attribue dans la tradition, prend tout son sens, au-delà du titre. Dans une marine qui se cherche, donner un rang élevé à un homme comme Beluche, c'est faire deux choses à la fois. C'est reconnaître une compétence réelle, forgée dans des années de course et de guerre, et c'est tenter de l'attacher, de le fixer, de transformer un homme de mouvement en homme de structure. Mais fixer un marin, c'est comme fixer le vent. On peut seulement lui donner un cadre, un port, un bureau, des responsabilités qui l'obligent à rester. Les responsabilités, ce sont des décisions qui ne sentent plus la poudre, mais qui peuvent tuer autant. Décider quel navire reçoit les meilleures voiles. Décider quel capitaine est promu et donc quel autre se sent humilié. Décider comment répartir le produit d'une prise et donc qui vous haïra. Décider si l'on respecte à la lettre un règlement ou si l'on l'assouplit pour éviter une mutinerie. Décider si l'on livre un prisonnier espagnol à une autorité civile qui veut faire un exemple ou si l'on le garde pour un échange. Chaque décision laisse une trace et dans une administration naissante, les traces deviennent des armes. On imagine mal aujourd'hui ce que signifie institutionnaliser une marine dans un pays qui sort à peine de la guerre. Il faut des chantiers, des charpentiers, des forges, des stocks de chanvre, des ateliers de voilerie, des magasins de poudre qui ne sautent pas au premier accident. Il faut des officiers capables d'enseigner, il faut des règlements, il faut des écoles,
ou au moins des apprentissages structurés. Il faut des cartes fiables. Il faut des pilotes qui connaissent les passes, les bancs, les courants. Il faut des signaux, des codes, des procédures de quarantaine, parce que les ports sont des foyers de maladie. Et il faut surtout de l'argent stable. Or, l'argent stable est précisément ce que les nouvelles républiques ont le moins. Elles vivent de douanes, de prêts, de promesses. Elles vivent aussi de la réputation. Si la réputation est mauvaise, les prêts coûtent plus cher, les marchands hésitent, les consuls protestent, les puissances étrangères menacent. La marine, qui a été un outil de survie, devient un enjeu de respectabilité. C'est là que l'ancien monde de Beluche, celui de Lafitte, celui des prises rapides, des ventes discrètes, des ports complaisants, devient un fardeau. Non pas parce qu'il aurait soudain honte, mais parce que le monde autour de lui décide que ce passé est incompatible avec l'image qu'il veut projeter. Alors on trie les hommes. On en intègre certains, on en écarte d'autres. On en sacrifie quelques-uns pour prouver sa bonne foi, et ceux qui restent doivent accepter d'être surveillés. Beluche accepte. Il n'a pas le luxe de refuser. Refuser, ce serait redevenir un homme sans port, sans pavillon reconnu, un homme que n'importe quel croiseur pourrait arrêter au nom de la lutte contre la piraterie. Car pendant que les républiques se consolident, les grandes puissances, et les États-Unis en particulier, dans le Golfe et la Caraïbe, durcissent leur propre politique maritime, la tolérance envers les irréguliers diminue, les patrouilles augmentent, les tribunaux fédéraux s'activent, les gouverneurs qui autrefois fermèrent les yeux quand cela les arrangeait, se mettent à ouvrir les dossiers, la fenêtre se referme, lentement, mais sûrement. Et dans cette fermeture, Beluche doit faire quelque chose de difficile pour un homme de mer. Il doit penser au lendemain, pas au lendemain de la prochaine tempête, au lendemain de la guerre. Que devient un capitaine corsaire quand il n'y a plus de prise légitime? Que devient un officier de marine quand l'État n'a plus besoin de tant de navires armés? Que devient un homme dont la compétence principale est de naviguer dans la zone grise, quand la zone grise devient un scandale? Certains se recyclent dans le commerce, d'autres dans la contrebande, parce que la contrebande ne meurt jamais, elle change seulement de route. D'autres deviennent des aventuriers permanents, passant d'une cause à l'autre, d'un drapeau à l'autre, comme on change de chemise. Et d'autres, plus rares, réussissent à se transformer en serviteurs durables d'un État. Beluche tente cette dernière voie. Cela ne signifie pas qu'il devient un bureaucrate heureux, cela signifie qu'il accepte de porter le poids des contradictions. Il accepte que la même action qui, hier, était célébrée comme un coup d'audace, soit aujourd'hui examinée comme une possible violation du droit maritime. Il accepte que des hommes qui n'ont jamais senti la mer lui expliquent comment il devrait la faire. Il accepte que la politique s'invite sur son pont. Et la politique, dans ces années-là, est une mer plus dangereuse que la Caraïbe. Parce qu'elle n'a pas de carte, parce qu'elle n'a pas de courant régulier, parce qu'elle change de direction au gré des coups d'État, des constitutions, des unions et des séparations, des ambitions personnelles. Les noms changent, les frontières changent, les capitales changent, les fidélités se recomposent. Dans ce tumulte, la figure de Bolivar elle-même se transforme. Le chef de guerre devient homme d'État, puis symbole, puis cible. Les partisans d'hier deviennent les critiques de demain. Les promesses de liberté se heurtent à la réalité de gouverner un territoire immense, fragmenté, épuisé, et ceux qui ont servi la cause avec des canons se retrouvent à servir, parfois, des décisions qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'approuvent pas, mais qu'ils exécutent, parce que l'obéissance est leur métier. Beluche, lui, n'est pas un philosophe politique. Il est un praticien. Il sait que l'ordre même imparfait vaut mieux que le chaos permanent pour une marine. Sans ordre, pas de ravitaillement. Sans ravitaillement, pas de navire. Sans navire, pas de souveraineté maritime. Et sans souveraineté maritime, les ports redeviennent des proies. Alors il s'accroche à ce qu'il connaît. La hiérarchie, la discipline, le service. Il s'accroche à l'idée que la mer peut être tenue, au moins partiellement, par des règles. Il s'accroche à la possibilité qu'un homme venu des marges puisse finir sa vie non pas traqué, mais reconnu. Reconnu par qui? Voilà l'autre ironie. La reconnaissance dans ces jeunes États est instable, elle dépend des régimes, elle dépend des mémoires, elle dépend de ceux qui écrivent l'histoire, et l'histoire, justement, commence à se figer. Les guerres d'indépendance deviennent des récits nationaux. On cherche des héros, on cherche des figures pures, on cherche des biographies qui ressemblent à des statues, un homme, une cause, une ligne droite. Or, Beluche n'est pas une ligne droite, il est un trajet. Un trajet qui passe par la Nouvelle-Orléans, par les réseaux Lafitte, par la course, par la contrebande, par la guerre révolutionnaire, par l'institutionnalisation. Un trajet qui, pour certains, est admirable parce qu'il prouve la capacité d'une république à transformer des compétences en services publics, et pour d'autres,
est suspect parce qu'il rappelle que la République a eu besoin de flibustiers. Dans les souvenirs louisianais, il reste l'homme de Barataria, l'associé des Lafitte, un personnage de ce monde créole où l'on parle français et espagnol, où l'on négocie avec des Américains, où l'on vit entre la loi et l'eau. Dans la mémoire vénézuélienne, il peut devenir l'officier, le marin de la cause, l'homme de mer de Bolivar, celui qui a contribué à donner une colonne vertébrale maritime à une révolution terrestre. Deux mémoires, deux ports d'arrivée, et entre les deux, la même mer. Les dernières années d'un marin sont rarement spectaculaires. Elles sont faites de corps fatigués, de cicatrices qui se rappellent à vous quand l'air devient humide, de souvenirs qui reviennent par bouffées, comme l'odeur d'un vieux cordage. Elles sont faites aussi de silence, parce que le monde change et que les jeunes officiers ne veulent plus entendre parler des improvisations d'autrefois. Ils veulent des règlements, ils veulent des uniformes, ils veulent des manuels. Ils veulent croire que la marine a toujours été une institution, alors qu'elle a été longtemps une somme de bricolage héroïque et de compromis douteux. Beluche vieillit dans ce passage, dans ce glissement d'un monde où l'on jugeait un capitaine à sa capacité de prendre un navire, à un monde où on le juge à sa capacité de remplir un registre, dans ce glissement d'une mer où le pavillon était un outil, à une mer où le pavillon devient un symbole sacré, surveillé par des consuls et des traités. Et pourtant, même à la fin, il reste quelque chose d'inchangé, la compétence brute, la manière de lire un ciel, la manière de sentir un changement de vent avant qu'il ne se voie, la manière de comprendre qu'un navire ment lui aussi, il craque différemment quand il est trop chargé, il répond différemment à la barre quand la coque est sale, il roule différemment quand la cargaison est mal arrimée. Ces choses-là ne s'apprennent pas dans les bureaux. Elles s'apprennent en vivant. C'est peut-être cela, au fond, l'héritage le plus concret de Beluche. Avoir été un pont entre deux âges. L'âge où la Caraïbe et le golfe du Mexique étaient des espaces de course, de contrebande, de violence opportuniste, et l'âge où les mêmes eaux deviennent des frontières nationales, surveillées, codifiées, revendiquées. Avoir porté sur le même pont des hommes qui parlaient toutes les langues de l'Atlantique, avoir servi des causes qui, vues de loin, semblent incompatibles, mais qui, vues depuis la cale d'un navire, se résument souvent à la même chose. Trouver des vivres, trouver des armes, trouver un port sûr avant la nuit. Le pavillon change au vent? Encore, toujours. Et l'homme, lui, reste debout, tant qu'il peut, dans ce bruit de toile et de mer, avec cette lucidité un peu dure des marins qui ont compris que la morale sur l'eau est souvent un luxe de terrien, tandis que la légitimité, elle, est une construction fragile, faite de papier, de canons et de mémoire. Renato Beluche meurt en 1860, loin des années où chaque aube pouvait être une bataille, loin des rades où l'on décidait en une minute, si l'on était reçu avec du rhum ou avec des chênes. Il laisse derrière lui une biographie qui dérange les récits trop propres, parce qu'elle rappelle une vérité simple, salée, inconfortable. Dans l'Atlantique des révolutions, la frontière entre corsaires, contrebandiers et officiers n'est pas une ligne morale tracée une fois pour toutes. C'est une ligne politique. Elle bouge, elle se négocie, elle se signe. Et parfois, elle se hisse comme un pavillon au sommet d'un mât, juste avant d'entrer au port.